Bonjour à tous, bienvenue pour cette 4e édition de Médias en scène où nous allons passer 20 minutes pour un entretien avec Véronique Morali qui est coprésidente et directrice générale de Webedia. Bonjour Véronique Morali. Bonjour Didier. Alors nous avons voulu vous faire venir pour parler de confiance, établir un lien de confiance avec son public en parlant de transparence, de modération, de choix éditoriaux, parce que le groupe Webedia est un groupe bien particulier. Vous vous définissez comme le premier média français en ligne dédié au divertissement. Vous touchez pratiquement un Français sur deux et plus de 250 millions de personnes à travers le monde. Et puis, avec un fort impact sur les moins de 25 ans. Comment vous définiriez, vous, Webedia, aujourd'hui ? Vous l'avez très bien fait. Je ne sais pas si je peux me permettre de compléter. En effet, c'est un groupe natif du digital. C'est un média publisher. C'est un éditeur de médias en ligne et qui touche un public jeune. Donc, en effet, le sujet de la confiance, c'est un sujet qui est important pour nous. C'est une seconde peau. On vit avec. Si, pour un public jeune et donc fragile, c'est une proie facile pour tous les bonimenteurs ou les manipulateurs d'informations, on n'est pas extrêmement vigilant et on n'a pas à cœur d'être transparent, d'être convaincant et surtout de donner du sens aujourd'hui pour un média de divertissement, alors on aura échoué. Alors, donc, on va y venir sur ces modalités, mais aujourd'hui, c'est quoi l'impact de Webedia sur les moins de 25 ans ? Par exemple, si on parle des jeunes, généralement, nous aujourd'hui, on parle beaucoup de cette génération Z. Les moins de 25 ans, combien vous en touchez à peu près ? Est-ce que vous avez une idée à peu près de ce que ça représente Webedia ? D'abord, on ne touche pas que des moins de 25 ans. J'ai dit un Français sur deux, donc on est quand même très généraliste. Un Français sur deux, donc c'est beaucoup plus. Nos cibles, ce sont des cibles de passionnés autour de ce qu'on appelle nos verticales, des thématiques qui sont le cinéma, avec Allociné, le jeu vidéo, c'est un grand secteur, et y compris économique, j'y reviendrai sans doute, avec jeuxvideo.com. On a aussi tout ce qui a trait à l'alimentation, la cuisine avec 750 grammes. On a un site qui s'appelle Pure Break, qui est dédié justement à la jeunesse, à tous les messages à relayer dans un contexte où les jeunes se posent beaucoup de questions sur la société, son fonctionnement, leurs propres défis personnels et professionnels. Donc on a tout un ensemble de sites en France et à l'international. On a 80 sites et juste pour compléter quelques chiffres, c'est 300 millions de visiteurs uniques mensuels dans le monde, c'est 650 millions d'abonnés, donc c'est en effet un grand public assez diversifié autour de thématiques de passion. Des jeunes de moins de 25, mais aussi des jeunes qui vont jusqu'à ce qu'on appelle les primo-demandeurs, les primo-travailleurs, ceux moins qui de vont jusqu'à 35 ans. Voilà, exactement. Et vous parlez beaucoup, on parle d'entertainment, de divertissement. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de toucher cette population ? C'est un bon moyen, parce que c'est vrai que dans des contextes, y compris pendant ceux qu'on a connus pendant la crise du Covid, les gens ont besoin de se distraire et de regarder des vidéos, des formats qui leur parlent. Mais justement, c'est trop facile. Il faut qu'on fasse attention à ne pas se contenter d'être des médias de divertissement. Il faut qu'on sache aussi donner du sens à ce divertissement et à proposer des contenus, des messages avec une vérité, une authenticité et avec des gens qui incarnent un peu tous ces lieux de passion. Alors comment on donne du sens quand on parle de divertissement, quand on parle de jeux vidéo, quand on parle de cinéma ? Comment donne-t-on du sens ? D'abord, tous nos rédacteurs, toutes nos équipes, et ces 2000 collaborateurs, 29 ans de moyenne d'âge, ils vivent eux-mêmes avec leurs audiences parce qu'ils sont eux-mêmes ceux à qui ils parlent. Ce qu'on a décidé de faire depuis longtemps déjà, c'est de prendre cet ancrage très fort, puisqu'on a des sites qui sont très puissants, qui sont quasiment les seuls en France et relayés dans le monde, pour aider des créateurs.
coup de cœur. Chez Allociné, chez Jeux Vidéo, chez Pure Break, on diffuse un format vidéo qui s'appelle Tilt, qui permet aux jeunes de s'y retrouver dans tous les questionnements qu'ils peuvent avoir sur nos sociétés. On a, avec Chef Damien sur 750 grammes, quelqu'un qui est totalement passionné par la transition alimentaire, par le manger sain, par une façon de relayer un chef qui se préoccupe aussi des sujets de l'alimentaire et les sociétés. C'est assez récent ça quand même. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience à un moment donné, quelque chose qui vous a fait dire qu'il fallait justement, ce que vous dites, donner du sens, essayer d'offrir des contenus qui ne soient pas simplement légèreté et optimisme? Et écoutez, c'est une démarche, c'est un chemin. Je pense aussi que c'est une rencontre avec des personnalités emblématiques comme Michel Simès, qui chez nous incarne avec son magazine Dr Good, le site qu'on édite pour lui, et tous ses spécialistes, ses experts, tout ce qui est autour de la santé, du bien-être, du sommeil. Mais c'est aussi Jamy qui est venu nous rejoindre, et c'est un contributeur de marque, puisqu'il est totalement passionné et incarnant du décryptage de la science, de la curiosité, de la connaissance. Et avec lui, on fait de la pédagogie autour de thèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. On a des influenceurs, on a toujours eu des influenceurs, mais ce ne sont pas que des influenceurs qui ont des énormes communautés, ce sont aussi des plus jeunes, comme Hugo Décrypte qui parle de politique, comme Michou, Inox, qui vont essayer d'être des passeurs pour nos jeunes. Et c'est un chemin qu'on a fait avec eux. Voilà. C'est une liste d'influenceurs assez impressionnant. Mais sur les contenus eux-mêmes, que les contenus éditoriaux, est-ce que le problème, en fait, il n'est pas plutôt, on parlait tout à l'heure de modération, est-ce que le problème, il n'est pas plutôt du côté des commentaires qui accompagnent aujourd'hui ces informations? Donc, je vais vous poser la question, comment on régule aujourd'hui ces commentaires? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est un sujet important. Et en réalité, on a là aussi fait un chemin et un apprentissage, une courbe d'expérience, puisque avec jeuxvideo.com notamment, on a ce qu'on appelle des espaces de liberté d'expression. Les forums, communément appelés les forums. Et c'est vrai qu'on trouve le pire et le meilleur dans ces forums. Et donc, il y a quelques années, en effet, on n'a pas voulu faire ce choix drastique qui était de couper des forums qui avaient été pris à partie pour des diffusions de messages illicites, haineux, antisémites, racistes. Rappelons qu'il y a eu des condamnations d'ailleurs de la part d'internautes qui utilisaient ce forum. On se rappelle d'attaques contre la journaliste Nadia Dam. Absolument, il y a eu un certain nombre comme ça de poursuites. Et tout à fait. Et on n'a pas voulu céder à ce diktat. On a voulu préserver la liberté d'expression, mais la contrepartie, ça a été de mettre en place un système de régulation, de modération qui est totalement drastique, puisque en fait, on a aujourd'hui 14 personnes, un tiers des effectifs de jeuxvideo.com qui sont entièrement dédiés à la modération. On a bien sûr adhéré aux conventions européennes, de code de bonne conduite, etc., etc. Mais surtout, 3%, on a peu de messages qui sont des messages qui font l'objet de signalement, 3% sur la totalité des énormes messages, mais l'intégralité de ces messages sont traités et sortis en moins de 3 heures. Et l'équipe de modération, c'est 24/7/7, ce sont des gens qui sont complètement dédiés, donc on a vraiment mis les moyens. Et en plus, c'est internalisé chez vous, ce service de modération? C'est totalement internalisé. Et en plus, on fait appel à 400 auditeurs, 400 personnes qui suivent jeuxvideo.com et qui sont des bénévoles qui modèrent aux côtés des équipes et qui contribuent à réguler, à modérer, à signaler. Donc c'est un écosystème vraiment puissant qu'on a mis en place. Je pense qu'on est un des premiers sites dans toute cette immensité des sites digitaux, et sans compter les réseaux sociaux bien évidemment, qui avons mis en place et pris le taureau par les cornes de cette façon. Alors vous parliez tout à l'heure des influenceurs. En préparant cette interview, il y a un chiffre qui m'a, je vais dire, un peu surpris. On voit une récente étude de Médiamétrie qui disait qu'il y avait un internaute sur 4 qui suivait aujourd'hui un influenceur, parmi eux 40% de moins de 25 ans, et 60% suivent leurs recommandations d'achat. Comment vous, quand on parle de confiance, comment on choisit ces influenceurs, comment on leur accorde cette confiance et comment on contrôle
les recommandations qu'ils font? Alors ça, c'est un sujet absolument crucial, hein. Quand on traite avec de l'influence et quand on a un public de jeunes, on sait très bien que la manipulation est au bord, au bout du tunnel si on ne fait pas attention. Et comme en plus on interagit avec des marques, il faut qu'on soit extraordinairement vigilant à la transparence donnée, à la nature des messages de ces influenceurs, justement parce qu'ils ont une communauté captive. Alors, en vérité, ils sont les premiers garants de la non-manipulation de ce qu'ils disent à leur communauté. Il n'y a pas d'influenceurs avec lesquels on travaille, que ce soit bien sûr les très expérimentés comme Michel Simès ou Jamy, qui sont d'ailleurs moins digitaux que plus télé, qui sont d'une autre génération, mais qui sont tout aussi influenceurs. Et quant aux plus jeunes, ils ont totalement intégré les codes de la vigilance et de la confiance. Et donc, aujourd'hui, on n'impose aucun message. Les marques elles-mêmes, avec lesquelles ils sont amenés, le cas échéant, à travailler, ne leur imposent pas de message. Elles sont là à leur dire, voilà, faites un pas de côté, parlez de ce qui vous plaît pour mettre en avant ce qu'on fait de bien, ce qui vous paraît bien dans ce qu'on fait. Donc il y a cette revendication d'indépendance et cette vigilance qui émane de la part de ces jeunes influenceurs qui parlent à des jeunes. Mais on a vu récemment, alors ils ne sont pas forcément chez vous, mais on a vu récemment des influenceurs qui avaient été épinglés pour avoir justement véhiculé des offres commerciales, des choses qui étaient quand même, qui posaient problème. Comment vous travaillez avec ces influenceurs pour être sûr qu'ils ne revendiquent pas ou qu'ils n'essaient pas en tout cas de recommander n'importe quoi? Alors d'abord, ils peuvent tout à fait travailler avec des marques, c'est pas du tout interdit, pour autant qu'il soit totalement indiqué en transparence qu'ils travaillent pour cette marque et dans le cadre d'un message commercial avec la marque. C'est pas interdit, il faut juste bien le préciser, être transparent, et nous, on veille en tant que diffuseur, en tant qu'éditeur, à ce que tout ça apparaisse très clairement quand on écoute le message des influenceurs. Maintenant, nous, on a évolué parce qu'en réalité, on est beaucoup plus aujourd'hui aux côtés des créateurs. On les appelle plus tout à fait les influenceurs, mais les créateurs, parce qu'on est très fort en production. On a maintenant un angle chez nous d'activité qui est parti du média, mais qui va vers la création et la production de contenus originaux. Et on aime bien coproduire avec ces jeunes influenceurs, ces jeunes créateurs, et les accompagner dans la coproduction, puis vers la diffusion vers toutes les plateformes sociales où ils vont trouver de l'audience au-delà de leur propre communauté, qu'il s'agisse bien sûr de TikTok, de Snapchat, de Instagram, YouTube, etc. etc. Donc on a fait aussi un peu une évolution sur la façon dont on travaille avec ces créateurs, et eux-mêmes nous attendent aujourd'hui beaucoup plus en tant que co-créateurs et en tant que diffuseurs de contenu. Pour revenir au forum sur jeux vidéo, par exemple, on voit que les forums Blabla 18-25, tout ça. Aujourd'hui, c'est à peu près combien de milliers ou de dizaines ou de centaines de milliers d'utilisateurs? Non, c'est plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, toujours sur les forums. Encore une fois, on aurait pu faire le choix de fermer ces forums. Mais parce que ces forums, c'est quand même 99% de gens qui n'y diffusent pas des contenus haineux. Encore une fois, il ne faut pas se représenter ces lieux d'expression comme un ramassis exclusif de contenus illicites. Ce n'est pas le cas. Et justement, parce que ce sont des passionnés aussi, on s'est dit que c'était important de maintenir ces espaces et de donner la parole à tous ceux qui, de bonne foi et avec leur passion, animent ces forums. Est-ce que vous travaillez notamment avec les autorités pour toutes les questions de risque de dérapage? Bien sûr. Non seulement quand on a été interpellé dans le cadre des sujets qu'on vient d'évoquer, mais parce que c'est une façon intelligente pour nous aussi de nous cadrer. Donc bien sûr, on travaille avec Faro, qui est cette entité de la police et qui traque la cybercriminalité. On travaille avec toutes les autorités régulatrices. On est en contact, j'ai parlé avec les autorités européennes, mais aussi avec les diverses ligues contre le racisme, l'antisémitisme, qui veillent à ce que des sites, enfin des éditeurs comme nous, jouent le jeu et soient très vigilants et exemplaires. Merci beaucoup, Merci. Véronique Morali. Je rappelle que vous co-présidez Webedia et que vous en êtes la directrice générale. Voilà, avec Cédric Siré, qui en est le fondateur. Merci beaucoup. Merci.